Mon propos est de vous parler de peinture et de psychanalyse. C'est un peu paradoxal, puisque quand on peint et qu'on laisse aller son imaginaire, sa pulsion, on n'est pas dans la situation de réfléchir sur ce qui se passe, ce qui se fait. Et pourtant, beaucoup de peintres ont écrit sur la peinture. Et c'est de ce fait-là que je me suis j'étais amené à travailler la question de la pulsion très récemment. Aujourd'hui, je vais tenter de vous dire ce en quoi le vide, le rien, intéresse la peinture, et ce en quoi les peintres ont peut-être davantage que les philosophes abouti à cette question avant la réflexion philosophique, puisque dès l'art pariétal, nos ancêtres ont eu besoin déjà de dire leur inquiétante étrangeté devant les situations les plus périlleuses. Alors, je prendrai comme point de départ un peintre, Miró, mais avant d'aller vers Joan Miró, ce Catalan, je vais vous dire quelque chose au niveau d'une introduction sur cette question. Alors j'ai pris quelques notes et le sous-titre de mon propos, ce serait de dire, en prenant acte de ce qui a été dit aujourd'hui, je pense que je peux faire cette liaison, qu'il s'agit de la déchéance de l'objet, c'est-à-dire de la représentation dans l'art, et de la sanctification du néant, et pour reprendre votre propos, de la décomposition, ou alors de ce qui peut être le corps propre qui est détruit, n'est-ce pas? Le corps n'appartient plus au sujet, et appartient apparemment à la science, ou surtout aux autres. Alors depuis la plus haute antiquité, vous savez bien qu'avec Aristote, on dit que on a tous, la nature a peur du vide, et qu'on remplit, ce qui donnera dans l'art, par exemple, des accumulations. C'est une des hypothèses sur la tendance actuelle que l'on retrouve dans les musées à accumuler des tas de charbon ou de bidons ou autre chose, pour nous montrer que nous sommes dans une société de grande consommation. C'est une parenthèse. Mais la question du vide a intéressé déjà Pascal, puisque lui-même, Pascal, a bien montré que le vide, par le biais de la pesanteur, conduisait à entrevoir le vide comme tangible, et avec des infinis qui étaient de l'ordre de l'enfermement ou de la fuite. Cette notion du renoncement à l'image, on la retrouve chez un autre Pascal, c'est Pascal Guignard, je le cite simplement pour donner des points de repère autres que la psychanalyse, mais Pascal Guignard est très près de la psychanalyse, et lui, il évoque effectivement l'image manquante, l'image à retrouver, par rapport à l'objet premier, l'objet pulsionnel. On est vraiment avec lui dans la question de la pulsion, et il en parle par rapport à la scène primitive en particulier, l'image qu'on ne peut pas voir. Alors c'est dans ce sens aussi que j'ai pu lire chez Albert Ledors, qui est présent, dans son ouvrage Heures et malheurs de la sensation et du féminin, une citation de Deleuze que j'ai fait mienne dans d'autres écrits que je relate ici, dans cette logique des sensations où Deleuze, par exemple, cite Cézanne. Et Cézanne disait, il ne s'agit pas de la pomme, mais de l'être pommesque, P-O-2-M-E-S-Q-E, de la pomme. Donc il y a quelque chose dans la réflexion de Cézanne, déjà, qui l'a conduit à organiser des espaces vides blancs, des formations qui ont intéressé très tôt, Picasso bien sûr, en particulier, puisqu'il est considéré comme peut-être le promoteur de l'art abstrait. Ça c'est en discussion, mais en fait ça circule dans le milieu artistique. Alors, nous avons parlé de la Chine ce matin, à tout moment, et j'ai trouvé que c'était en congruence avec mon propos, puisque dans l'art chinois et ensuite japonais,
le vide est traité comme une existence complète. C'est-à-dire qu'on circule dans le vide, les peintres chinois ne font pas un bourrage ou une espèce de, comment dirais-je, de figuration comme dans la Renaissance où nous l'avons fait, avec tout l'espace qui est pris, qui est bloqué par des anges et le Saint-Esprit, etc. Mais de pouvoir laisser la pensée imaginer, partir dans l'imaginaire. Et ça, c'est propre à la pensée chinoise. Alors, il y a des textes de François Cheng, bien sûr, et de Han Sheng aussi, sur le Tao, qui signifie, dit-elle, route, chemin, et par extension méthode, manière de procéder, et par extension, une extension verbale, marcher, avancer. L'important n'est pas d'atteindre le but, que de savoir marcher. Donc il y a une philosophie de la prise en compte du spatial et du vide qui intéresse d'une manière un peu analogique la façon de ressentir chez nous le vide et pour certains le vide même de la psychose. Je voudrais vous lire un passage de ce que dit François Cheng concernant la peinture chinoise. Dans l'optique chinoise, dit-il, sans le vide entre elles, montagne et eau se trouverait dans une relation d'opposition rigide et par là statique, chacun étant en face de l'autre et de par cette opposition même, confiné dans un statut défini. Alors qu'avec le vide médian, le peintre crée l'impression que virtuellement, la montagne peut entrer dans le vide pour se fondre en vagues et qu'inversement, l'eau passant par le vide peut s'ériger en montagne. Ouais, nous sommes dans une logique des métamorphoses qui sont propres aussi à ce que l'on trouve bien sûr dans le fonctionnement du rêveur, hein, le rêve nocturne ou le rêve diurne peuvent s'apparenter à ces mécanismes du fantasme qui nous permet effectivement de définir en fait un continuum hallucinatoire. Le propos donc de ces auteurs, qui ne sont pas des psychanalystes, nous amène à voir les relations qu'il y a entre la création, qui peut être aussi celle de la littérature, hein, là j'évoque la peinture, mais les musiciens disent la même chose, hein, en particulier tous les, comment dirais-je, les compositeurs qui sont dans des situations particulières d'être sous vigilance et de laisser advenir des images motrices sonores en particulier, dont on peut faire l'hypothèse qu'elles viennent de ces moments les plus archaïques du sensoriel. Alors, puisque je citais Albert Ledors tout à l'heure, je voulais dire que mon propos ici est celui du résultat du travail du collège, et j'ai bénéficié du corps et de l'amour, cet ouvrage collectif que Marie-Laure Dimot, avec Christine et Michel Routard, ont travaillé pour mettre en évidence le problème de la sensorialité et le problème de l'amour et de la libido. Donc je renvoie nos collègues à cet ouvrage que je trouve argumentant le propos qui va être le mien. Alors nous avions tout à l'heure évoqué et considéré à juste titre que l'évolution de la société allait vers une dépossession de son corps propre, n'est-ce pas? Et j'étais très intéressé par le propos de tous nos collègues, parce qu'on se réunit vers cette question-là de où on va, hein, où on va. Est-ce que le vide, c'est une béance, voilà. Bon. Alors, certains peintres ont traité ce problème-là, et je vais prendre comme point de départ, et ce sera le seul d'ailleurs que je prendrai, parce que c'est trop long. J'avais pensé aussi à Kandinsky et à Malevich, mais ça sera pour un bouquin à paraître. Je vais prendre Miro. Miro, pour lequel j'ai demandé à mes collègues de bien vouloir faire quelques projections, mais on va attendre un peu, je vais faire quelques commentaires sur Miro.
Voilà. Miró, Joan Miró, catalan, a vécu des moments très difficiles. Il a fait une dépression à 17 ans. Alors, qu'est-ce qu'on appelait dépression à l'époque? Je n'ai pas trouvé de document qui me permettrait de comprendre ce dont il s'agissait. Cependant, ce qui est dit au niveau de l'explication, c'est que ses parents voulaient qu'il devienne comptable, qu'il apprenne la comptabilité, et lui, il voulait faire autre chose. Alors, ça me semble être très court comme explication, mais toujours est-il que devant cette décision de Miró de refuser cette installation dans un modèle de vie qui n'était pas du tout le sien, et en tout cas pas son imaginaire, il a peu à peu conduit ses parents à l'inscrire dans une école des beaux-arts, et il est devenu le Miró que l'on connaît grâce aussi à Pablo Picasso. Alors, je vais revenir sur une partie de la vie de Miró. D'abord, vous vous rappelez que Miró, avec un accent, veut dire en espagnol « il regarda ». Cette interprétation que je vous livre n'est pas de moi, elle vient d'Yvon Talandier. Yvon Talandier était un éminent critique d'art qui a disparu il y a quelques années, il y a à peu près 5 ans, que j'ai connu, ainsi que Madeleine, qui est là, on l'a connu, et qui a fait pour chaque peintre une analyse que je vous recommande parce qu'il est parti de ce qui est le non lisible, l'illisible, pour aller, sans le nommer en tant qu'analyse, qu'il n'est pas, sur l'essentiel du peintre. Alors Miró, il regarda. Il regarda quoi? Alors là, on se réfère non pas à une analyse du nom propre, du nom du père, dirait le lacanien, mais sur ce qu'il dit, lui, de ce qu'il a marqué. Alors, qu'est-ce qu'il a regardé, Miró? Je vais vous le lire. Très jeune, dit-il, il avait remarqué et il avait été hypnotisé, c'est les mots qui sont utilisés, par les étincelles, le rayonnement que font les pierres dont les bergers pyrénéens frottent pour allumer leurs pipes. Voilà. Et vous allez voir qu'en cascade, toute sa vie, il a fabriqué des étincelles, et puis voilà. Ça vient de là, et je trouvais que c'était un fil conducteur très intéressant. Alors je vais vous dire pourquoi. Alors, dans les autres propos de Miró, qui viennent de différents entretiens, Miró dit, il nomme pas ainsi les choses, mais il parle de la pulsion scopique, cette pulsion de voir, il dit, son regard reste fixé sur les étincelles et les scintillements, alors je rajoute, qui restent épinglés à jamais sur le corps de l'œuvre et qui donneront ensuite une trentaine de tableaux à la gouache qui s'appellent les constellations. Les constellations, c'est sur des gouaches mélangées avec un peu de peinture à l'huile quelquefois. Enfin. Et je vais vous en montrer tout à l'heure quelques-unes. Alors, il dit, le choc que je ressens et qui me fait échapper à la réalité. Et Miró parle du délire. C'est-à-dire, il y a eu différents délires. Un délire qui s'explique par la faim. Il manquait de nourriture, ainsi que Picasso. Et il y a eu des hallucinations, qu'il décrit d'ailleurs, à cette période-là, à l'époque où il était devenu surréaliste, donc en arrivant à Paris. Bon. Et il rajoute, un tableau doit être comme des étincelles. Il ne fait pas le lien. Hein. Ce que je vous dis là, c'est décousu, ça vient d'entretiens différents. Un tableau doit être comme des étincelles. Il faut qu'il éblouisse comme la beauté d'une femme ou d'un poème. Parce que vous savez qu'avec Dupin, il a fait beaucoup enfin, il a illustré un certain nombre de bouquins, et qui ont fait d'ailleurs Flores et Fortune, et heureusement pour lui. Bon.
Quoiqu'il un jour, il a fait un autodafé. Vous savez qu'avec son ami Raffol, au moment où il était très connu, et il disait quand même, maintenant ce sont les riches qui vont négliger, qui vont acheter mes tableaux, les autres ne peuvent pas les acheter. Il a brûlé une 60aine de toiles, paraît-il. Donc vous voyez, c'est une personnalité étrange et extraordinaire, parce que par rapport à la guerre civile, il a publié et écrit à ce moment-là Le Faucheur, en même temps que Picasso, vous savez bien qu'il a pris position avec Guernica, enfin, etc. Donc il y a toute une pensée politique, au sens de la vie politique, hein, qui s'est déployée à ce moment-là. Donc un tableau, il faut qu'il éblouisse, comme la beauté d'une femme, et d'un poème. C'était là où je faisais une relation avec la création d'illustrations. Il faut qu'il ait un rayonnement qui soit comme ces pierres dont les bergers pyrénéens se servent pour allumer leurs pipes. Et à ce moment-là, il fait le lien. Voilà. Alors, on va projeter, si vous voulez bien, les constellations pour les situer un peu dans la vie de Miro. On a pris les moyens du bord hein, par des projections. Oh, donc l'appareil chauffe, ça va s'allumer. Voilà. Alors, pourquoi ai-je pris quelques photos de constellations? Parce que c'est l'époque où Miro, avec les surréalistes, se réunissait à Varangeville. Et là, il y avait un ensemble de personnes très connues maintenant, mais qui avaient des problèmes de survie. Mais ils étaient accueillis par Nelson, qui était un architecte. Voilà. Alors ça, c'est le coucher de soleil. Cette période-là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Mais c'est pas plus clair que ça, l'original. Hein. C'est dans un coucher de soleil, vous savez, c'est mi-ombre, voilà. Il était dans le clair-obscur un peu. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, c'est le côté... Miro ne s'est jamais dit, lui, surtout à cette époque-là, il était surréaliste, cherchant l'abstraction. Hein. Miro a inventé quelque chose que l'on trouve toujours joyeux. Vous voyez, la seconde, peut-être, elle est plus sombre encore, c'est Femme au cerf-volant. Voilà. Alors pourquoi Femme au cerf-volant est intéressant? Parce que c'est à la fois, bien sûr, la gouache de Miro, mais c'est la période de Varangeville où les bombardements allemands sévissaient. Et Miro était avec sa femme et leur enfant, la jeune Pilar. Ils étaient déjà dans des moments de grande tension et ils ont dû partir précipitamment en emportant ces constellations sous le bras, précieusement, en emportant, je dirais, presque cela, ou le peu qu'ils avaient, pour rejoindre Paris et ensuite partir en Espagne, à Majorque. Voilà. Donc, c'est un moment important où, en fait, on voit comme une peau de rêve. C'est-à-dire que le rapport entre la création chez Miro est exemplaire. Alors, la troisième photo qu'on voit, c'est vers l'évolution d'un triptyque à titre indicatif, je vous donne, c'est-à-dire que là, on va vers ce qu'ils appellent le signe hein, dans ses travaux. C'est-à-dire qu'il va abstraire de plus en plus pour représenter des éléments qui ont du sens pour celui qui veut les voir, et pour lui en particulier. Et la dernière photo, elle est anecdotique, mais elle est profonde. L'avant-dernière, pardon. C'est celle d'un tableau retourné, c'est-à-dire le peintre est un peintre du XVIIe siècle hollandais. Des deux côtés, la toile est vierge. C'est-à-dire que c'est plein de vide, c'est ce qu'il dit. Hein. Donc il fait l'analyse du plein du vide à l'époque. Et curieusement, dans un restaurant, il y a quelques temps dans cela, nous avons vu un restaurateur qui avait mis un tableau à l'envers, comme ça. Alors je lui ai dit quelques mots à ce sujet. Il était un peu étonné, mais il avait retrouvé lui-même dans des peintures, peut-être un peu des gros mots, quoi,
la possibilité de transformer son ensemble par une originalité, et ça a donné à peu près la même chose, voilà, où il y avait une entretoise au milieu. Donc il avait réinventé le plein et le vide, voilà. Voilà. Alors, je vais maintenant arriver à la dernière photo de Miro et nous laisser réfléchir sur ce sujet. Voilà. Ce tableau-là est un tableau qui va clore la période détailliste de Miro. Ça veut dire quoi? Que Miro, pendant un certain nombre de temps, a peint comme ça. Il a fait une dizaine de toiles très connues. Bon, je n'ai pas les références là, on va en discuter après. Mais c'est la ferme où il a trouvé refuge après sa dépression nerveuse. L'intérêt de ce tableau, c'est qu'il présente une recension, il a exhumé tous les objets internes, traduction psychanalytique, hein, et tous les mauvais objets qui vraiment l'angoissaient. Et il a tenu à ce que ce tableau ne disparaisse pas. Pourquoi? Bien, quand il a proposé à la vente, le galeriste a voulu découper le tableau pour mieux le vendre en morceaux. On a dit, tiens, on va couper là, 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 ça va faire 4 toiles et on peut les vendre. Miro aussi a opposé, effectivement. Et ce tableau a eu un succès ensuite historique. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que, une parenthèse, excusez-moi, c'est que là, il dit qu'il n'étincelle pas. Et il n'étincelle pas parce qu'il brise le lien entre ses grands-parents et son père. Son grand-père, pour les étincelles, était forgeron. Hein, oui. Pour situer un peu. Et le père était orfèvre. Il était avec son fer à souder, là, fait de l'orfèvrerie. Donc Miro était pris dans ce déterminisme-là, à son insu, évidemment, hein, ça s'appelle l'inconscient, et il a répété effectivement la situation en mettant l'ensemble des objets. Alors, ils ont été à peu près recensés, je vais vous les lire, parce qu'on le voit mal, et moi-même, je n'ai pas toujours compris de ce dont il s'agissait. Alors, il y a un arbre, bon, qui est central, il y a un bassin que l'on voit à gauche, il y a un palmier, un lavoir avec une femme au travail, un seau, un arrosoir, du carrelage, un carrelage qui est bien dessiné, hein, un chemin avec des empreintes de pas, hein, que vous voyez à gauche, une grange avec ses outils, une échelle. L'échelle est présente dans d'autres toiles d'ailleurs, hein. Les toiles des constellations, pour grimper ailleurs, l'échelle est là. Hein. Un mur fissuré, je dirais etc. Parce qu'il y a plein de détails dont je vous fais l'économie. Et je renvoie les auteurs, ce qui le souhaiteraient, mes collègues à visiter le site de cette ferme. On appelle la ferme, c'est la Masia, M-A-S-I-A, en catalan. Voilà. Alors, en fait, ce qui compte dans cette estimation, en fait, c'est pas, de mon point de vue, l'important n'est pas ce qui est consigné dans l'inventaire, hein, ce qui est mis à la vue, mais ce qui manque à cette prise de vue. Voilà. Donc, sur le plan psychanalytique, on ne peut pas se satisfaire en disant que, voilà, il a tout déterré et tout est là. De mon point de vue, c'est une erreur. C'est le manque à être qui est là, c'est ce vide qui se donne à voir en réalité, qui est l'objet de l'objet analytique, contrairement à l'objet esthétique, ou à l'interprétation littérale du critique d'art. Et par contre, des gens comme Talandier ont cherché à aller au-delà de cette démonstration-là. Miro s'est refusé. Il a répondu pas.
Alors, ce problème de la période détailliste nous renvoie à la question du détail chez Freud. On sait très bien que c'est dans le détail que se cache l'essentiel. Toute la théorie freudienne part de la recherche de l'élément qui est pas seulement caché, qui est clivé, qui vient pas du ressort du refoulement, qui est de la répression, je veux dire, de la pensée, qui vient du refoulement profond du sujet, donc des mécanismes inconscients les plus archaïques. Et nous sommes là devant, me semble-t-il, pour un peintre qui va devenir surréaliste, et ensuite fuir les surréalistes, pour une raison que je vais évoquer avec vous rapidement. André Breton s'était autorisé et permis de commencer à lui faire quelques remarques sur le sens, en jouant l'interprète, se substituant à Freud à l'époque, parce qu'ils n'étaient pas en très bons termes, et Miro s'est cabré, cabré comme un... Voilà, il s'est cabré, il a peu à peu négligé la compagnie un peu de tous les surréalistes. Il y retournait quelquefois, parce qu'il avait de vieux copains qu'il voulait voir, mais il est allé ailleurs. Et cet ailleurs, c'est par exemple, bien sûr, le triptyque bleu que je vous ai montré tout à l'heure, et c'est ensuite, bien sûr, toutes les peintures qui seront de cette époque-là, et qui sont en, comment dirais-je, en décalage, en opposition complète avec la création telle que s'opérait à cette époque. Voilà. Alors, je pense que la question du vide, du plein du détail, est illustrée par Miro d'une manière, me semble-t-il, prototypique ici, et je trouve que c'est un tableau extraordinaire. Alors, voilà. Ce tableau, alors, dans l'histoire de ce tableau, un point important qui a fait son succès ensuite, excusez-moi, c'est qu'il a été très critiqué parce qu'à l'époque, Miro a eu une influence. Bon, il était influencé par Thérèse d'Avila. Vous voyez un peu l'histoire de Miro, communiste, de gauche, luttant contre le franquisme, rentrant dans la pensée de Sainte Thérèse d'Avila, de Saint-Jean de la Croix. Et il y a donc une façon d'aborder la vie psychique du peintre en montrant, non pas ses contradictions, non, c'est la condensation qui s'organise dans la pensée du peintre, parce qu'une peinture, c'est une pensée. Si les grands peintres, c'est une pensée. Il n'y a pas de grands peintres sans une pensée, la peinture. D'ailleurs, chacun d'entre eux, évoluant en groupe, font comme les psychanalystes, ils créent des sous-groupes et créent une pensée à laquelle on s'identifie. Voilà. Ah. Alors, cette ferme est un lieu symbolique et elle a influencé un grand nombre d'autres collègues. Pardon ? Non, ça va. Oui, bon, je verrai plus clair, oui, effectivement. Oui, je verrai plus clair. Merci. Qu'on voit le principe de réalité à niveau. Alors, il a été influencé par, bien sûr, ses penseurs, et il se trouve que quand on entend des Jankélévitch, Vladimir Jankélévitch, tracer, que chacun remplisse à sa façon le vide. Et je trouve que l'image manquante, la pensée de se remplir le vide de l'image qu'on n'a pas le droit de voir, l'irreprésentable, je le réfère en ce qui me concerne en tant qu'analyste à la scène primitive. Voilà. Et je pense qu'un des propos de Miro, c'était le mystère de la sexualité. D'ailleurs, il le dit à d'autres moments, dans les Métamorphoses,
il parle de la bave de l'escargot qui ensemence, c'est extraordinaire. Là, je suis dans mes papiers un peu tellement que je ne sais plus où ils sont. Enfin, c'est à peu près ça, quoi. Il dit il y a des substances, le sperme, et d'ailleurs, il y a pas mal de formes spermatiques, de cellules qui circulent partout dans ces constellations, qu'il appelait constellations. Au moment où il y avait de l'angoisse de mort, il est parti avec ces constellations, rappelons-nous, de Varangeville, pour retourner dans son pays natal, et était à Majorque. Alors, dans cette notion de, comment dirais-je, de plein et de vide, j'ai combien de temps là ? Encore 10 minutes. 10 minutes, bon. Alors, je vais vous parler de Kandinsky, faire une lésion rapide. Miro, peut-être dans la discussion, on y reviendra. Kandinsky m'a beaucoup intéressé, et c'est la dernière photo. Je vous le donnais à titre indicatif, la dernière. C'est la photo de ce qu'on considère être la première œuvre abstraite dans l'histoire de la peinture. Voilà. C'est un mélange d'aquarelle, de gouache, de graphisme, voilà. Voilà. Alors, il y a, comme toujours au niveau de la paternité, des gens qui disent c'est pas vrai, il a antidaté. On dit la même chose de Malevich d'ailleurs. Chacun voulait avoir le pouvoir d'avoir découvert quelque chose, un nouveau continent. Et en tout cas, voilà ce qu'il aurait fait en 1911, je crois, ou 1913. Il y a un débat de chiffres à ce sujet. Ouais. Bon. Alors, je vais revenir à Kandinsky parce que c'est intéressant. On peut rallumer, s'il vous plaît. Kandinsky illustre parfaitement la question du continuum hallucinatoire dans l'art. Et je vais vous lire des passages de Kandinsky, puisqu'il a beaucoup écrit. Malevich et Kandinsky ont beaucoup écrit, croyez-moi, il y a des pages. Et c'est intéressant, mais très compliqué. Alors je vais essayer de vous lire ce qui est le plus facile d'accès, tel que moi je l'ai ressenti. Alors, Kandinsky parle d'abord, Kandinsky et Malevich, c'est l'époque du chamanisme, dont on a parlé à table, dans notre table tout à l'heure, qui a influencé les créateurs, les magiciens, etc. Et aussi de l'orthodoxie russe, enfin, de ce mystère. Est-ce que vous avez tous connu, vous avez connu des Russes? Moi j'ai connu des Russes. Ils vivent comme ça, je les ai vus en Afrique du Nord, ils vivent entre eux. Et les périodes de rencontre, on a l'impression d'être dans une église ou dans une synagogue ou ailleurs, une dersa. Et c'est un monde comme envoûté. Ils parlent à voix basse, ils circulent. Il faut avoir vécu ça pour comprendre de l'intérieur Kandinsky. Enfin, de mon point de vue. Moi, c'est grâce à ça que je me suis mis et je suis identifié avec Kandinsky. Alors Kandinsky dit la toile est encore de femme, premièrement. Deuxièmement, comme Miro. Deuxièmement. Et la toile est là comme une vierge, pure et chaste, au regard clair. Voilà, je fais bref. À la joie céleste. Elle est même aussi belle qu'un tableau prenant de l'autonomie. Oui, ça circule. Je vais vite. Plus loin, il dit. Alors, un fantasme extraordinaire. Lui, il a créé une équivalence pour l'abstraction entre la couleur et l'abstraction. Pour lui, c'est la couleur qui va créer l'abstraction, et il a raison. Enfin, de mon point de vue. Mais ce qu'il dit dans le fantasme, je vais vous le lire, c'est qu'il entend même des voix. Dans sa boîte à peinture, parce qu'à l'époque, on allait aussi sur le motif, pas seulement, on allait sur le motif, on traçait des choses, après on revenait dans l'atelier pour peindre. Alors, il en vient même à entendre, parfois, le chuintement des couleurs en train de se mélanger. Vous voyez un peu
comment la procréation en peinture se dit, pas en peintre, hein, c'est pas une interprétation, c'est le peintre qui décide. Voilà. Miro aurait pu dire la même chose, hein. Il a dit autrement, lui c'est la bave des escargots. Donc la pulsion de peindre, pour le peintre, c'est la sexualité, hein. Je rappelle ce que mon propos. Et de préciser ensuite la nature symbolique de la scène primitive chez lui. Cette expérience entendue dans la mystérieuse cuisine d'un alchimiste enveloppé de mystère. Page 115 de son bouquin, si vous voulez vérifier. La cuisine, on fait de la cuisine, hein. C'est la cuisine interne, hein. Voilà. Bon. Le mélange des couleurs est considéré comme un acte sexuel qui va donner naissance à une œuvre émergeant de l'inconscient primitif pour Rothko. Rothko dira la même chose. Dans ses écrits sur l'art et les liens entre la romantation et le fantasme de la scène originaire. Voilà. Chacun de ces peintres, et je pourrais en citer d'autres, disent la même chose. Alors, ce que rajoute en même temps Kandinsky, les couleurs de leur rapport dynamique respirent comme un corps qui insuffle la vie à la toile. Oui. La toile vibre, elle vit. Et elle est pleine, elle est vide, c'est là, elle est vide, mais elle est pleine d'un potentiel que le peintre va projeter. Et il dit, alors, une analogie pour l'époque que je vous laisse interpréter, les couleurs, de par leur rapport dynamique, respirent comme un corps qui insuffle la vie à la toile, mais il doit garder le contrôle sur ce corps couleur et sur cette boîte de peinture. Quelquefois, elle peut le mystifier. La couleur se libère, elle peut se reprendre. Et elle acquiert, peu à peu, avec toute l'énergie qui lui est propre, comme un colon européen, à travers la sauvage vierge nature, ouvre un chemin à la hache, au marteau, à la scie, pour la plier à son désir. Voilà. Voilà ce que dit Kandinsky. Bon, je fais bref, il y a des pages comme ça. Donc la toile est une peau blanche récalcitrante qu'il faut quand même dompter. Alors, l'intérêt de Kandinsky, je vais le rappeler pour nos collègues psy en plus ici, c'est qu'il a eu un cousin fameux, c'est quand même Victor Kandinsky, le psychiatre qui a écrit un bouquin fondamental sur les pseudo-hallucinations et que j'ai réédité avec Jacques Chazot il y a une dizaine d'années. Et déjà dans la réédition, quand Jacques me l'avait proposé, je m'intéressais à... Voilà. Alors je vais à la conclusion. Voilà. Pour ceux qui... Il a raison, c'est la règle et la loi. Pour ceux qui sont intéressés, se réfèrent à l'ouvrage de Victor Kandinsky, cousin germain de Vassili Kandinsky, qui va mourir lui-même d'hallucination et il va mettre fin à ses jours dans l'HP où il a été hospitalisé. C'est une affaire terrible, sordide, à laquelle le peintre ne fait jamais allusion, mais qui ne peut pas ne pas marquer une famille, on peut s'en rendre compte, cousin germain. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement. Merci.